Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain, le podcast qui te donne les clés pour investir ton argent. Aujourd'hui, on va encore parler d'immobilier, mais pas n'importe quel type d'immobilier. On va parler de marchand de biens. Acheter, rénover, revendre, recommencer. L'objectif, c'est de t'aider dans la détection du bien, à la revente, toutes les étapes d'une opération réussie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Chauviré, qui est un ancien camarade d'école d'ingénieur en construction. Aujourd'hui, il détient plus de 150 lots, pilote plusieurs structures et il fait du marchand de biens de son métier à part entière. Donc let's go, décrypter tout ça. Bienvenue sur le podcast Hugo. Bonjour Emilien, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Pour débuter, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous expliquer un peu ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Alors comme tu l'as expliqué, on était ensemble du coup à l'école d'ingé dans le BTP. Moi c'est vrai que j'avais choisi plutôt l'option TP initialement. J'avais fait mon PFE chez Eurovia, donc dans le TP. Et puis finalement, j'ai pas continué le parcours, on va dire classique. Et j'avais créé ma première structure en invest. Donc du coup j'avais acheté 2 immeubles que j'ai rénovés quasiment moi-même pour la totalité. Et puis, à la suite de ça, j'avais acheté un autre immeuble de 6 lots de plus de 400 mètres carrés en Vendée, parce que moi j'opère principalement en Vendée. Et puis, finalement, il n'était pas forcément destiné à la location, mais je voyais qu'il y avait un vrai potentiel de valorisation et que le bien était sous-évalué. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé ma première société de marchand avec un associé. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, petit à petit, après, j'ai réenchaîné les opérations. Et ça, t'as commencé depuis combien de temps? Depuis la fin de mes études, donc 2021, donc ça va faire 5 ans. Ok, ouais, franchement, très beau parcours. Écoute, aujourd'hui, on a des personnes qui nous écoutent, qui sont un peu tout niveau, principalement quand même des personnes qui veulent investir pour eux-mêmes, donc beaucoup de particuliers sur du long terme. Marchand de biens, c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un marchand de biens? Alors, comme je viens de le dire, dans l'idée, un marchand de biens, il détecte les biens qui sont sous-évalués ou il les transforme parce qu'il y a soit des problèmes à résoudre. Euh, la principale mission d'un marchand de biens, c'est de détecter les biens qui sont sous-évalués ou bien de transformer les biens qui se vendent pas ou qui ont des problèmes pour répondre aux attentes du marché actuel. Ok, donc toi par exemple, ta mission c'est de se dire, allez, tu vas chercher un bien qui est, comme tu l'as dit, sous-évalué ou qui a rénové, tu vas l'acheter, tu vas le rénover et ensuite tu vas le remettre sur le marché au prix du marché, mais évidemment toi en faisant une plus-value quoi. Voilà. Après, ça dépend. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ça fait que 5 ans que je fais ça, mais en 5 ans, il y a eu déjà plusieurs phases. C'est l'immobilier après le Covid. Il y a eu pas mal de hausses en termes de prix. Aujourd'hui, on atteint des prix quand même bien moins importants. Et en fait, même là, en si peu de temps, je suis passé par différentes phases. Les les solutions d'investissement d'hier sont pas forcément les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui diffèrent et on voit que c'est pas forcément les mêmes types de biens qui sont intéressants. Donc après, il faut adapter la stratégie par rapport au marché. Ouais, par rapport au marché et par rapport aussi à la situation des taux directeurs. Je pense que les achats que tu as fait en 2021 par rapport à 2023-2024, il y a une différence notamment sur l'impact du financement, non? Euh, En marchant un petit peu, pas vraiment. En fait, en marchant, on a un taux principal. C'est le Ok. taux des investisseurs classiques. Donc en ce moment, tu vois, autour des 3,5. Et après, faut rajouter le rebord, etc. Mais en gros, on a l'habitude de dire qu'en marchant, c'est tu doubles ton taux par rapport à un investissement classique. Ok, ouais. Donc, mais après, comme c'est sur un délai très court, c'est pas forcément ça avec les. Mais en investissement, par contre, effectivement, pour du locatif, entre les taux actuels et les taux à 1%, là, on voit clairement la différence. C'est pas forcément les mêmes rentabilités pour le même bien. Donc ça, tu en fais ton métier aujourd'hui à part entière, c'est ça? Tu vis pleinement de ça. Voilà, Tu fais ça au c'est ça. quotidien. Exact. Ok. Parce que Tout ça à me fait. permet de rebondir sur la question suivante, qui est de se dire, ok, on est personnel, enfin à titre personnel, on est particulier. Est-ce qu'on peut faire de l'achat-revente à titre personnel et dans quelles limites? Alors, à titre personnel, il faut faire attention.
Si c'est par exemple une résidence principale qu'on va acheter et revendre, on peut vite être qualifié marchand de biens et dans ces cas-là payer tous les impôts qui vont avec. Euh, Après, j'en connais qui font ça qui sont bien plus âgés, qui font ça depuis un petit moment. Mais s'il y a un contrôle fiscal, il faut pouvoir l'expliquer de manière claire et transparente et qu'il y ait une explication derrière. En fait, il n'y a pas forcément de règles aujourd'hui par rapport à ça. Je parle pour la résidence principale, mais il faut que ça ait un sens d'un point de vue fiscal. Par exemple, on a changé 4 fois de maison en 5 ans parce que on a déménagé, parce qu'on a eu des enfants, on voulait une maison plus grande, parce que voilà, mais il faut pas que ce soit un but en fait de spéculation où là on peut être qualifié. Et après pour tout ce qui va être investissement, etc. Je parle côté plutôt locatif. Là-dessus, on n'a pas forcément le droit. En fait, on peut revendre un lot de temps en temps, mais on n'a pas le droit de faire encore de la spéculation là-dessus, où là, on peut être requalifié marchand. Donc, il faut que Oui, il n'y a ça pas, reste, c'est possible, mais il faut que ça reste assez occasionnel. voilà, y a pas d'ordre précis en mode si à partir du moment où tu fais 2 ventes par mois, euh, bah là tu deviens marchand de biens. Non, ça c'est pas une Non, non, obligation. ça marche pas comme ça. Mais celui qui a énormément de lots en locatif, par exemple, mais qui sont détenus depuis longtemps, ou jusqu'à temps que tu sois exonéré d'impôts, là, tu as le droit de les revendre sans forcément être jugé marchand de biens et d'avoir le côté spéculatif. Donc C'est après, ça, ça va oui. vraiment dépendre du cas par cas. Mais encore une fois, la règle d'or, c'est qu'il faut que ça reste, que ce soit du bon sens en fait, et que ce soit pas jugé spéculatif. C'est vraiment ça la règle d'or là-dessus pour pas être qualifié marchand. Ou bien tu crées une structure de marchand pour être sûr d'être dans les règles de l'or. Ok, et pour l'ARP, donc la résidence principale, il faut quand même une durée de détention minimale de d'avoir vécu dans cette RP, où on peut se dire, vas-y, par exemple, j'achète le bien, je mets mon adresse en tant que résidence principale, je fais mes travaux et au bout de 6 mois, je la revends. Euh, alors, faut avoir vécu dedans, dans Ouais, ta ok. résidence principale. Par contre, il n'y a pas de durée de détention. Encore une fois, faut pas que ce soit jugé à titre spéculatif si tu as un contrôle fiscal. Mais après, il n'y a pas de durée. Alors, un mois, forcément, ça va être compliqué, à part d'avoir une vraie bonne explication. Mais il n'y a pas de durée, en fait, en tant que telle. C'est vraiment, faut que ce soit du bon sens, en fait, et que ce soit pas jugé spéculatif. Mais tu peux très bien te dire, ben, j'ai acheté un bien, je l'ai rénové pendant 3 mois, j'ai habité 3 mois dedans, et puis ben, j'ai été muté dans une autre ville, du coup je l'ai revendu, même avec une plus-value. Hmm. Bon, même si tu refais ça quelques fois parce que, je sais pas, t'as été muté ou autre, là-dessus, bon, il n'y a pas forcément de sujet. Ok, trop bien. Écoute, là, ce que je te propose, c'est qu'on parle justement de la partie trouver une bonne opération. Je pense que ça peut être intéressant et il y a Mhm. du monde aujourd'hui qui cherche à investir dans l'immobilier et on ne sait pas forcément comment trouver une opération, surtout derrière si on cherche à la revendre. Comment toi, tu trouves une bonne opportunité en achat-revente? Donc tu m'as dit sous-évalué au marché, mais comment tu trouves qu'elle est sous-évaluée par rapport au marché? Ben là, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est là toute la valeur ajoutée et tout le travail. Faut avoir l'œil en fait et bien connaître son secteur pour détecter les bonnes affaires. Après, il y a énormément de bonnes affaires. Il y en a plein en fait en ce moment sous nos yeux Hmm. même. Tout le travail du marchand, c'est d'arriver à détecter les bonnes affaires que les gens ne voient pas spécialement. Alors après, il y a des opérations qui sont évidentes. Il y a des biens où elles sont en vente depuis 1 heure. Euh, Faut appeler, faut être le premier tout simplement. Mais il y en a d'autres où c'est plus subtil. Là, par exemple, la dernière opération en date, le dernier immeuble qu'on a acheté, il était en vente depuis 5 ans. Ok. Et là-dessus, on fait une très bonne affaire. Mais il fallait trouver un moyen de transformer le bien pour répondre encore une fois aux attentes actuelles du marché et pouvoir générer cette plus-value-là et apporter cette plus-value sur le bien. Mais c'est quoi, par exemple, entre guillemets, les bonnes affaires que les particuliers ne voient pas? Ce serait de se dire, bah tiens, c'est un bien qui est sur le marché depuis longtemps, qui se vend pas, ça c'est une opportunité. Ça peut être aussi, comme tu l'as dit, le fait d'être le premier dessus. Est-ce que tu as d'autres critères, enfin en tout cas que tu regardes avant bah, pour trouver un bien qui est potentiellement pourrait être une bonne opportunité?
Bah après, avec le temps, tu développes ton œil en fait par rapport à ton Hmm. secteur et tu vois directement si c'est une bonne affaire ou pas. Après, pour ceux qui débutent, bah faut connaître le marché du secteur en question, sinon ça ne fonctionnera pas. Et après, bah, faut poser les chiffres, poser les calculs, des éventuels travaux, de tes coûts de revient, tes charges, ton chiffre d'affaires, etc. Euh, mais voilà, après, c'est là en fait tout le travail. Euh, Après, les bonnes opportunités aussi peuvent se faire par le réseau. Il y a ton réseau qui peut t'apporter Hmm. aussi des bonnes affaires. Aujourd'hui, on travaille avec pas mal d'agents immobiliers qui nous apportent des affaires. Donc, ils ont une première commission à l'achat et après, on leur redonne les biens à la découpe à la revente. Comme ça, après, ils reprennent leur commission sur chacun des lots. Donc, au lieu de faire, par exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires s'ils vendent uniquement l'immeuble à un investisseur, avec nous, avec la revente des lots, ils se font 5 fois plus de commission. Donc, c'est intéressant pour eux. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils nous proposent des biens directement. Après, on a des outils, nous aussi, en interne qui nous permettent de filtrer et de trier ces choix pour nous et nous faire des suggestions. Et après, nous, on n'a plus qu'à revérifier ce que les outils sortent pour Hmm. engager une visite ou non. Ok. Ouais, en tout cas, Mais ce que voilà, je après, retiens, faut avoir l'œil, faut être malin. ouais, et puis ce que je retiens, c'est vraiment, tu as une part d'expérience, et deux, bah, entourez-vous, dans le sens où, bah voilà, si on fait fonctionner son réseau, même si on n'a pas forcément de réseau, mais au lieu d'aller chercher sur Le Bon Coin, mais plus on contacte plein d'agences immobilières qui derrière pourra nous aider à trouver un bien à acheter, ça peut être déjà une première étape pour se lancer. Ok, franchement, c'est top. Et par rapport à la situation du marché aujourd'hui, est-ce que tu trouves que le marché, est-ce qu'il est fort concurrentiel ou est-ce qu'il est plus, donc déjà, est-ce qu'il est plus dans la main des acheteurs ou dans la main des vendeurs? Ça, c'est une bonne question. Bon, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le 24 juin 2026, c'est clairement les acquéreurs qui sont en grosse position de force. Il y a énormément Ouais, de biens sur le marché qui s'accumulent. Les prix de la part des vendeurs ne baissent pas spécialement. Donc les acquéreurs, en fait, ils ont le choix et ils peuvent aussi négocier parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont sur le marché. Donc clairement, la balle est dans leur camp aujourd'hui. ok. Ok, donc on peut négocier un bien à la baisse si on trouve des choses pertinentes, enfin des justifications pertinentes pour baisser la valeur du prix du bien. Ouais, voilà, aujourd'hui, clairement, il y a une grosse marge de manœuvre pour négocier. Ok. Toi, c'est quoi les critères numéro un que tu regardes avant de décider d'acheter un bien pour le revendre? Comme je te disais avant, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est vraiment un ensemble de choses et c'est là la valeur ajoutée de notre métier. Euh, mais avant tout, ce qu'il faut regarder forcément, c'est la rentabilité et voir le prix auquel est vendu le bien avec ce que tu vas faire pour le transformer et la valeur en fait que tu vas rajouter au bien et voir le potentiel de valorisation à la revente. Donc après, il n'y a pas forcément de critère numéro un, c'est un Ouais. ensemble de choses. Mais si on va en donner qu'un seul, euh, en fait, je parle pour les biens, les maisons destinées à du locatif. Le bien numéro un qu'il faudra regarder, c'est la rentabilité locative. On a perdu le fond entre temps, mais bon, c'est pas grave. Ouais, vas-y, on te laisse le remettre. C'est la rentabilité locative. On sait s'il y a un bien qui est rentable d'un point de vue locatif. On sait qu'il y a une Oui. opération de marchand derrière qui est envisageable. Donc Ok, c'est ouais. vraiment, s'il y a qu'un seul critère à regarder, ce serait celui-là. Et par exemple, si bon, là, on sort un peu du cadre, mais tu prends comment dire, tu prends un marchand de biens qui se positionne, tu prends un particulier qui se positionne au même achat. Très Mhm. souvent, qui gagne? Ouais. Enfin, de par ton expérience, ou qui pourrait potentiellement rapporter davantage le bien, tu vois? Ben, par exemple, là-dessus, je pense direct aux ventes aux enchères. Il y a des ventes aux enchères où ça va être une maison, par exemple, qui est en mise à prix à 50 000 euros. La maison, elle en vaut 300 000, par exemple. C'est arrivé bien des fois en vente aux enchères où nous, on va se positionner jusqu'à, par exemple, 150, 200 000. Parce qu'après, on a des frais, on a des travaux, etc. Et le particulier, lui, il est capable, en fait, d'aller au-delà de la raison. Et il y a des fois où il y avait plusieurs particuliers qui se battaient et la mise à prix a été remportée bien plus haute que la vraie valeur en fait du prix de la maison sur le marché. Donc Mais non.
dans ce cas de figure-là, c'est le particulier parce que lui, il a pas forcément de Il est pas très besoin de revendre, rationnel. etc. C'est plutôt les émotions qui vont parler. Donc là-dessus, c'est le particulier qui va acheter plutôt le bien plutôt que les marchands. Ah ouais, c'est un truc de malade. Et ah ouais, quand même, c'est impressionnant. Et par exemple, si Et tu as ça deux, arrivait plusieurs fois ça arrivait plusieurs fois que pendant les ventes aux enchères, qu'il y ait des particuliers comme ça qui se battent, qui se montent la tête. Et finalement, bah, c'était une histoire de, voilà, qui c'est qu'il y avait les plus gros, si ça montait, ça montait. Il y en avait un qui avait remporté. Mais bon, en soi, c'était pas très intelligent parce que s'ils réfléchissaient, ils n'ont pas forcément gagné. ouais, c'est ça, c'est vraiment une question émotionnelle. Hum, Est-ce qu'il y a des Ouais. typologies de biens, toi, des typologies de biens ou de zones géographiques qui se prêtent au mieux aux marchands de biens ou même toi, à ton profil, à titre d'expérience? Alors nous, on agit sur tout ce qui va être bah, la Vendée et les départements limitrophes. Donc après, il y a des villes qui sont moins faites pour le marchand. Globalement, en fait, en dessous d'un certain prix au mètre carré, les villes qui sont plus faibles que d'autres, c'est celles qui sont moins avantageuses. Après, te dire quelles villes sont plus sujets pour du marchand, il n'y en a pas spécialement. En ce moment, la ville qu'il faut pas forcément aller, c'est Nantes. Nantes, c'est un marché un peu spécifique en ce moment. Mais après, voilà, il n'y a pas forcément de règles d'or. Il y a même des petites villes où il y a des opérations intéressantes à faire. Donc là-dessus, ça dépend vraiment du contexte et des affaires que tu vas trouver. Ok, ouais, parce que toi, tu es plus dans une optique de rentabilité ou de rendement? Enfin, je sais pas si tu vois la diff. Non, je vois pas où tu veux en dire. Rentabilité, c'est vraiment donc c'est rendement plus à la revente et rendement, c'est Mhm. juste les loyers que tu perçois, le rendement de tes Alors, loyers. c'est deux choses complètement différentes. Moi, aujourd'hui, je fais les deux. J'ai le côté investissement où je fais du locatif, où j'achète des immeubles pour le locatif, et à côté, ben, j'achète des immeubles pour du marchand. Mais quand je vois un produit, je sais très bien si je vais le prendre pour du locatif ou pour du marchand. Mais du coup, tu vois, il y a pas de règle. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Et quand tu vois le produit, tu sais s'il est destiné plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Ouais, ok, ouais, c'est vraiment spécifique. De toute façon, on le dira jamais assez, hein. C'est spécifique selon chaque personne, selon ce qu'elle souhaite investir, selon sa capacité d'emprunt aussi. Enfin, il y a énormément de Mais possibilités. voilà, c'est ça. Et c'est effectivement, t'as raison, je te rejoins totalement. Là, encore une fois, il y a pas de règle ou de recette magique. Ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle veut sur le court, moyen, long terme. Ce qu'elle veut aujourd'hui, ce sera pas les mêmes choses que demain. Donc, elle va changer aussi d'opinion, elle va changer de façon de voir les choses. Donc, là-dessus, ouais, c'est vraiment propre à chacun. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse d'en apprendre plus par rapport à la capacité d'emprunt et notamment le financement. Comment, Mhm. bon, je sais pas ce que tu finances avec les banques, mais aujourd'hui, voilà, tu as 150 lots. euh, Comment tu arrives à financer tout ça, quoi? Est-ce que les banques, elles suivent facilement et pourquoi? Au début, pour le marchand, c'est compliqué. Les novices, ils se font pas financer. Euh, Ok. la solution en ce moment, pour ceux qui veulent avancer, c'est de s'associer avec quelqu'un d'expérimenté pour que les banques elles t'ouvrent les portes. Et après, une fois qu'elles te font confiance, etc., et que tu montes pas de blanche et qu'elles voient que les opérations que tu fais sont rentables, et que tu as une bonne relation avec ton banquier, après, voilà, ça marche. Ok, Mais donc c'est le tu es début le plus dur. obligé, de toute façon, tu es obligé d'investir en société, ce qui permet justement d'avoir ce levier de se dire, ok, la banque finance le projet et pas uniquement ta capacité d'emprunt, c'est ça? Alors après, c'est deux choses différentes en marchand ou en invest. En invest, oui, au début, elle va regarder ta capacité d'emprunt. Après, ça dépend sous quelle forme de société tu t'investis. Si c'est pour un nom propre, après, la banque, elle va plutôt regarder la rentabilité de la société et si la société a l'air insolide. Après, en marchand, le calcul est complètement différent. Tu peux emprunter, tu peux te verser par exemple le SMIC en salaire, mais tu peux emprunter plusieurs millions sans souci. La banque, elle va pas regarder ton taux d'endettement, elle va regarder vraiment si le porteur de projet est fiable, s'il sait faire les opérations et la rentabilité de l'opération en elle-même. Mais elle va pas regarder ta capacité d'endettement. Ok, donc par exemple, on sort un peu de la partie marchand de biens, mais une personne qui ne souhaite pas se lancer dans le marchand de biens, mais qui souhaite investir et tout, sans être impacté par ce côté capacité d'emprunt, la SCI pourrait être un excellent levier pour aller développer son patrimoine comme ça.
Alors au début ça peut être compliqué, mais si tu accumules des biens rentables et que tu montres aux banquiers que la rentabilité est là, après effectivement ils vont moins regarder si t'es endetté ou pas d'un point de vue taux d'endettement. Mais Et après après, ça tu prend un vas, peu de temps, ça c'est. oui, et après, tu vas avoir plusieurs banques, non? Oui, oui, bah oui. Fait marcher la concurrence. Et C'est ça. autre question, parce que voilà, tu as plusieurs structures, tu as pas mal de biens, enfin de l'eau. Euh, Moi, j'ai une question qui me passe par la tête, c'est comment tu gères la trésorerie? Parce que si tu as plusieurs opérations en même temps, faut se dire, ok, bah ça potentiellement j'aurais besoin de X montant pour ce bien, peut-être autant pour ce bien. Enfin, je veux dire, il faut un BFR, donc besoin de fonds de roulement qui doit être assez impressionnant. Ou tu gères ça comment ton BFR? Après, ça dépend des opérations que tu fais, des opérations que tu portes, comment tu les portes, parce qu'il y a des fois des biens, tu vois, on les achète et on les revend le lendemain. Donc en termes de BFR, c'est assez restreint, la durée est assez courte. Mais il y a des opérations, effectivement, on les porte un peu plus longtemps. Donc après, bah là-dessus, il n'y a pas de recette forcément miracle. Il suffit d'avoir un peu de trésor et bien gérer tes opérations entre tes acquisitions, tes reventes et donc. Mais oui, tu es obligé d'avoir un peu de trésor pour tes différentes opérations, tout en sachant qu'il y a des opérations aussi qu'on fait sans emprunt. Je crois que l'année dernière, c'était une opération sur deux qu'on faisait sans emprunt bancaire. Ok. Donc après, voilà, il faut bien gérer tes opérations et anticiper tes reventes. Ouais, donc tu dois avoir des grandes fluctuations, de la volatilité Ouais. en termes de Mm. trésor. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, ça Et doit être c'est assez là impressionnant. toutes les, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, on avait énormément de trésor, mais c'était pas bon signe parce que du coup, on n'avait pas assez investi et du coup, on avait eu un creux à un moment. Et à l'inverse, ben là, tu vois, on a énormément de biens. On a, on a accumulé pas mal de biens, pas mal d'opérations, où là, on est en train d'en clôturer d'autres, où là, c'est vrai qu'en termes de trésor, on est un peu plus restreint, où il va falloir rentrer rapidement d'autres opérations, ou bien régénérer d'autres apports ailleurs. Mais voilà. Après, la trésor, elle est assez variable. Ok, ah ouais, super intéressant. Et par rapport à ça, donc on a vu la partie recherche du bien, la partie financement, gestion de trésor, et justement Mhm. c'est en lien avec la suite. Donc une fois que tu as acheté, comment tu organises un peu tes travaux? Toi, tu as tes propres artisans, tu sous-traites tout, tu mets la main à la pâte. Tu l'avais dit au début que donc sur les premiers biens, c'est toi qui les avais fait. Tout à Et fait. comment Tout tu à fait. fonctionnes aujourd'hui et... Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a énormément de chantiers un peu partout. Et c'est pas forcément ma valeur ajoutée que d'aller être sur le chantier. Alors j'adore ça, j'adore faire les travaux moi-même, mais c'est vrai que c'est très prenant. Euh, donc aujourd'hui, non, on a nos équipes d'artisans. En fonction des secteurs, après on prend telle ou telle équipe. Et puis, euh, et puis voilà. Donc non, aujourd'hui, je fais plus trop de travaux moi-même. Je m'en garde un peu, mais pas pour le marchand, c'est que pour du locatif. Et locatif, j'en fais pas forcément tant que ça, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Ouais, donc tu sous-traites, enfin je veux dire avec des artisans, mais que vous connaissez, avec qui vous travaillez, quoi. Bon, c'est toujours les mêmes équipes, hein. C'est toujours les mêmes. Toujours la même équipe. Ok. Ouais. Non, c'est bien, moi, Mm. ça fait travailler du monde En fait, on a deux et équipes en fonction des secteurs. C'est l'une ou l'autre équipe. Une qui est plutôt dans le sud Vendée, l'autre plutôt dans le nord Vendée. Et après, en fonction des besoins, en fonction des chantiers, en fonction de comment c'est fait, la localisation forcément, ce sera telle ou telle équipe qui interviendra sur le chantier. ok. Ouais, en fonction de la localisation et des besoins, effectivement. C'est quoi, Et de la taille du chantier. ça c'est intéressant. Pour toi, c'est quoi les travaux qui créent le plus de valeur à la revente et ceux qui ne valent pas le coup? Par exemple, on pourrait se dire, vas-y, je vais mettre ça en place dans ce bien, et bien ça va me permettre d'augmenter mon prix du bien à la revente. Dans les mauvaises idées, je parle par exemple de ceux qui ont des résidences principales qui veulent un peu les valoriser au moment de faire les travaux avant de les revendre. C'est tout ce qui va être mettre des fonds dans le jardin, refaire des garages, même la piscine, ça peut monter un peu la valeur du bien, mais tu vas pas forcément retrouver tes billes là-dedans. Euh, Également les matériaux nobles. Je connais quelqu'un qui a rénové une très très grande maison qui est magnifique, qui fait plus de 400 mètres carrés habitables, où il a mis que des matériaux très nobles, très chers,
La maison, elle est magnifique, mais par rapport à son prix de revient et le prix de la valeur actuelle de la maison, étant donné qu'en plus elle est en campagne, en fait, il n'arrivera jamais à la revendre le prix qu'il a mis dans ce bien-là. Donc, il y a des fausses bonnes idées. Il faut pas forcément se dire, bon, ben, et c'est l'erreur, je pense, de beaucoup de gens. J'ai mis 100 000 euros de travaux, j'ai mis que du carrelage à 300 euros du mètre carré. J'ai fait intervenir des artisans machin assez cher parce que c'est très bien fait. J'ai mis de la faïence partout, etc. Ça m'a coûté très cher. Au final, en termes de valorisation, c'est pas, ils vont pas forcément s'y retrouver. À l'inverse, si on veut vraiment sortir du lot, euh, alors je parle pas forcément pour les grosses maisons, mais je parle plutôt pour l'invest. Euh, tout ce qui va être cuisine, salle de bain et remonter les DPE, c'est intéressant. Les gros travaux aussi qui font peur, les travaux de façade, les travaux de toiture, Mhm. menuiserie un peu aussi, et ce qui coûte cher et ce qui fait peur, donc ça c'est intéressant d'être en bon état. Après, les résidences principales, les maisons, ouais, le point numéro un, c'est la toiture, faut qu'elle soit quand même en bon état. Et après, cuisine, salle de bain, c'est ce que les gens regardent principalement. Ok. Et par rapport à ça, ça me permet de rebondir. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les débutants qui font leur première opération ou peut-être si t'as des potes qui ont déjà investi ou là t'as parlé Euh, des bonnes et mauvaises idées et mais en même temps quelles seraient les erreurs tu vois qu'il faut faire attention quand on fait une vraie opération. ben, ton opération, en fait, elle se fait à l'achat. En fonction de ton prix d'achat, tu sais déjà si tu fais une bonne ou une mauvaise opération. Si tu achètes mal, ton opération, de toute façon, tu sais qu'elle est mauvaise. Donc l'opération, elle se fait dès l'achat, en fait. Faut bien acheter. Pour faire une bonne opération, faut bien acheter. T'as pas de choix. Ok, ouais. C'est le Tout seul. se joue dans le prix d'achat. Tout se joue à l'achat. Tout. Ok. Si t'achètes mal, ben, ton opération, tu sais déjà qu'elle est pas rentable. Ok. Et à titre Mais par contre, personnel, à l'inverse, tu tu peux bien vis. acheter et te planter. Oui, oui, effectivement, ouais, si tu te loupes dans les travaux ou l'estimation, tout ça. Et ouais, c'est ça. Mais si t'achètes mal, déjà, tu sais que ton opération n'est pas bonne. Mais par contre, tu peux quand même bien acheter et te planter en fonction de tes travaux qui sont toujours beaucoup plus importants que ce que tu as prévu, comme d'habitude. Oui, Euh, c'est clair. tu as toujours des mauvaises surprises en faisant tes travaux ou autres, des locataires qui sont pas forcément enclins à partir rapidement ou enfin après voilà, tu vas avoir pas mal de soucis derrière. Ça t'est déjà arrivé, ça, de perdre de l'argent sur une opération? Parce que tu l'avais mal estimé? Ou Euh, peut-être à ben, cause des travaux? la toute première, c'est la seule où j'ai perdu de l'argent, la toute première que j'ai faite. Ok. J'avais fait tous les travaux moi-même pour économiser un maximum et puis augmenter ma rentabilité. Et en fait, j'avais bien acheté, mais par rapport à mes estimations, le marché a bien baissé pendant le temps des travaux, comme c'est des travaux assez longs et lourds et que je faisais beaucoup moi-même, ça a pris pas mal de temps. Et je suis arrivé sur un marché difficile. Et en fait, il y avait 3 studios, un T3 et 2 maisons. Et tous les lots Ok. destinés à Invest, je les ai bien vendus. Mais par contre, les maisons, je les ai pas forcément vendues à un prix intéressant. Et plus tous les soucis de travaux, j'ai énormément de soucis de travaux sur tous les Ok. postes. J'ai eu tous les problèmes qui sont possibles et envisageables. Et j'ai encore, tu vois, des soucis aujourd'hui alors que tout est revendu et je suis obligé de remettre encore des billes dans le bien pour refaire des choses qui avaient pas été faites correctement par l'ancien propriétaire où j'étais pas forcément informé. Mais bon, en tant que professionnel de l'immobilier, en fait, la responsabilité, elle te retombe dessus. Donc voilà, par rapport à ça, j'avais perdu un peu d'argent. Alors par rapport au montant, il y avait un chiffre d'affaires de plus d'1 million, je sais plus exactement. On est à plus ou moins zéro. On est proche de zéro, mais bon, il y a quand même un petit moins devant. C'est pas Ouais, grand ouais. chose, mais c'est la seule fois où j'ai perdu quelques milliers d'euros. Et t'en as retenu quoi comme leçon? Qu'il fallait plus que je fasse les travaux moi-même parce que c'était ça. Alors en fait, c'est pas vraiment ça l'explication. Il y en a énormément, mais la principale déjà, c'est qu'il faut bien s'entourer. Au début, j'ai fait des erreurs à l'achat que je refais plus maintenant. Ne pas faire confiance aux agents immobiliers. Ils te racontent toujours la messe pour te vendre des choses, mais malheureusement, c'est pas la réalité. Euh, et aussi la ville sur laquelle j'avais investi, c'est pas forcément une ville très porteuse pour le marché. Ok. Ok, super intéressant. Et si, écoute, merci pour ce podcast, Hugo. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui
et souhaite se lancer justement dans une première opération d'achat-revente, ce serait quoi le premier geste concret qu'il devrait faire cette semaine ou un conseil que tu lui donnerais? Alors faut se former déjà, c'est le plus important, mais se former intelligemment, ça sert à rien de mettre 5, 10, 20 000 euros dans des formations. Il y a éventuellement après des structures qui le font très bien. Je pense au Cercle MDB. Alors nous, on n'en fait pas partie. Enfin, j'ai un associé qui en fait partie, mais pas moi personnellement. Mais après, il y a d'autres façons de se former. Il faut aller sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Faire des visites, parler avec les acteurs de l'immobilier, les agents, les artisans, les notaires, etc. Connaître son secteur, c'est le plus important. Aller voir sur DVF les prix de revente du moment, parce que c'est pas les mêmes prix en fonction des différents moments. Bien connaître son marché pour acheter intelligemment, faire ses calculs, faire des simulations de son côté. Voilà, faut pas forcément acheter et se précipiter. Faut vraiment comprendre avant comment ça marche. Et je pense que le plus important, si on veut faire marchand, euh, c'est de faire comme beaucoup font et comme aussi j'ai fait. Je pense que c'est très formateur. C'est d'acheter de l'immobilier pour du locatif au début, de faire les travaux soi-même ou d'en faire une partie soi-même. Ça permet de comprendre l'immobilier et de comprendre aussi comment est fait le bâtiment, comment fonctionnent les travaux et comment tu vas pouvoir générer aussi des plus-values par rapport à tout ça. C'est ça, tu passes de la théorie à la pratique et ensuite, une fois que tu l'as fait, là, tu peux déléguer parce que tu comprends ce que tu fais. Ensuite, quand Ouais, c'est ça, c'est ça. un artisan ou qui que ce soit te dira quelque chose, bah, au moins, tu as les notions pour comprendre et puis pour éviter de te faire avoir, non? Voilà. Après, c'est ma vision des choses. En fait, marchand de biens, il y a énormément de façons de le faire. Il n'y a pas qu'un seul métier de marchand de biens. En fait, il y a énormément de marchands et pourtant, chacun a ses façons de travailler l'immobilier. Donc après, il faut être à l'aise avec la façon dont tu veux travailler l'immobilier toi-même et comment tu vois les choses. Donc après, il n'y a pas Ok. on va dire de recette magique. Ça va dépendre vraiment de toi et comment tu vois les choses là-dessus. Et faire de la veille aussi, non? Par rapport à ce que tu disais, être au courant des Ah oui, tous les marchés, jours. Ah tous ben les tous les jours. jours. T'en fais Tous tous les les jours. jours. Ouais, tous les jours. Et tu regardes sur quoi? Sur le Bon Coin, Tous les sites. Je suis partout. tous les sites. Ouais. Chaque jour, là, t'es là pendant 1 heure, tu fais de la veille. Ouais? Bon, après, c'est que je t'ai dit, j'ai des outils qui me permettent de gagner énormément de temps. Oui. J'y passe pas beaucoup de temps en soi. En fait, tout est automatisé aujourd'hui. J'y passe Ouais, donc voilà. moins de 10 minutes par jour. Et Ouais, pourtant, c'est clair. j'ai tout le marché. Voilà. Vu que tu connais tes critères, tu sais ce que tu recherches, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. Et on a aussi tout automatisé pour y passer moins de temps. On a développé nos propres outils en interne pour être plus efficace. Ok, impeccable. Bah, merci Hugo. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter et avoir plus d'infos, échanger avec toi? Alors, on met pas forcément de posts ou quoi que ce soit. On a un site web éventuellement avec mes coordonnées sur le site web, sur notre société principale. Après voilà, on fait pas forcément de publications ou autres sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ouais, non, c'est juste pour échanger peut-être avec toi sur le marchand de biens, si t'as un LinkedIn ou quoi, hein. Il y a mes coordonnées sur le site web, c'est h2ct.fr. Donc H, le Ok. chiffre 2, la lettre C et T.fr. Et il y a mes coordonnées en. Non, mais t'inquiète, je mettrai le site Ouais, dans la description oui, ok. de Ouais. l'épisode. Oui, En ouais. tout cas, voilà, merci. Donc, voilà pour cet épisode. Donc, de la détection du bien à la revente, on a vu un peu toutes les étapes avec Hugo. J'espère sincèrement que bah, cette conversation aura pu t'aider. Et si tu souhaites échanger avec Hugo, bah voilà, t'as ta réponse, t'as le lien pour aller sur le site et puis je te mets ses coordonnées dans la description. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine sur Investir pour demain pour un prochain épisode de podcast. Allez, ciao ciao. Merci Hugo. Salut. Merci Emilien, salut.